Ah bravo Marvel, vous aviez tellement raison, c'est vrai que je sens tellement le climax de la fin de la phase 2, je sens tellement la transition avec la phase 3, enfin vous aviez raison, il fallait finir la phase 2 sur Ant-Man, c'était évident, ça pouvait pas se terminer sur Avengers 2, le sentiment d'accomplissement était pas assez complet, il fallait absolument que Ant-Man finisse la phase 2. Maintenant c'est logique maintenant que je l'ai vu, ça a tellement de rapport avec la phase 3 comme... Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui de Ant-Man réalisé par Peyton Reed. Si je ne me suis pas gouré parce que j'ai un problème avec ce film, c'est que tout le monde dans l'équipe a à peu près les mêmes noms, c'est-à-dire qu'ils s'appellent tous Paul, Peyton, Patap et machin, avec des Rudd, Reed et des trucs comme ça partout, des Cross, des bidules, il y a 3 Michael déjà rien que dans les personnages principaux, enfin bref, ça va être une catastrophe pour moi. Il va donc être question de Ant-Man, réalisé par Peyton Reed, avec Paul Rudd dans le rôle de Scott, Evangeline Lilly dans le rôle de Hope, Michael Douglas dans le rôle de Hank Pym, l'inventeur de la combinaison de Ant-Man, et Corey Stoll dans le rôle de Darren Cross, le méchant du film. Pour vous faire un petit avis rapide avant de passer au résumé, etc., quoique cela dit, j'ai déjà commencé à vous faire le résumé. Hank Pym a inventé une combinaison qui permet à ceux qui la portent de rétrécir à la taille d'une fourmi pendant la Seconde Guerre mondiale, il ne l'a plus porté depuis, mais à notre époque actuelle, celui qui a repris sa compagnie est en train de lui aussi de développer une machine, une combinaison à rétrécir, qui permettrait de faire beaucoup plus de choses, qui a des canons plasma et des machins dans ce genre-là, etc., pour que ce soit encore plus utile d'avoir une combinaison miniature et devenir un super espion. Mais Hank sent bien qu'il y a un truc qui va pas et qu'il fait pas confiance à cet ancien mec qui lui a piqué son boulot presque. Et du coup, il va engager Scott qui est un ancien cambrioleur qui sort de tôle, pour porter cette combinaison et devenir le nouvel Ant-Man. Ce que ce film, alors, il est comme les autres films Marvel. Ils font pas une rupture monstrueuse dans la saga, donc il y a tous les défauts des anciens Marvel, en particulier un problème d'enjeu. Mais comme d'habitude, ils savent pas faire des enjeux dans cette compagnie, non pas cette combinaison. Mais au moins, il y a quelques points intéressants. Premier point intéressant, c'est que enfin, on a un film qui n'ignore pas les autres films. C'est-à-dire qu'on a un film où enfin quelqu'un dit si on appelait les Avengers. Une idée comme ça, on est dans le même univers qu'eux, on peut les appeler si on appelait les Avengers. C'est pas poussé au maximum cela dit, parce que selon moi, il suffirait que Hank Pym aille voir justement les Avengers et leur présente ses problèmes, leur parle clairement et directement et leur explique ses soucis et ses craintes, pour que les mecs le placent sous leur protection et essayent de faire attention à lui. Mais bon. Deuxième bon point, enfin un nouveau super-héros. Enfin quelque chose de neuf dans cette saga, la phase 2 n'a été que des suites, et enfin là on a un nouveau personnage qui est introduit, qui commence à rentrer dans l'histoire, pas assez mélangé avec le reste, mais bon ça va venir, enfin quelque chose d'un peu neuf, enfin un nouveau personnage, et qui enfin est conscient qu'il y a quelque chose autour de lui qui existe et qu'il n'est pas le premier. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est des bons points. Pour le reste, je lui ferai les mêmes reproches qu'à peu près tous les autres films. Ça fait pas partie des pires films, c'est pas du niveau de Hulk ou des Gardiens des Galaxies, en ce qui me concerne. Mais c'est pas non plus le chef-d'œuvre ultime. Et c'était pour un film qui a été attendu depuis aussi longtemps et dont on a parlé depuis aussi longtemps, c'est dommage. Enfin, je trouve que y a vraiment pas grand-chose de très intéressant. Si on commence à aborder les défauts. Le premier problème, c'est une question d'enjeu. C'est-à-dire que, comme d'habitude, ce film n'est pas foutu de gérer correctement ses enjeux. Comment on explique ça? Par exemple, au début du film... Ah oui, attendez, juste avant de passer à ça, parce que... Ils ont refait le coup, comme dans Gardiens de la Galaxie. Pourquoi vous faites des séquences pré-film? Ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas pourquoi ils sont en train de faire une de leur marque de fabrique. Mais alors, ça ne sert à rien de faire une scène avant que le logo du film apparaisse. Ça n'a aucun sens de mise en scène. Ça veut dire quoi, une scène avant le logo qui lance le film? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça a comme sens en termes de mise en scène? Une scène avant le film avant le film. Mais ça n'a aucun sens. Ça concerne le film aussi, c'est dans l'histoire du film. Mettez-la après le logo. Enfin, c'est quoi ce délire? Ah, déjà rien que ça, c'est vraiment le truc qui m'énerve le plus dans un film, c'est un truc qui ne sert à rien. Et alors cette idée comme ça de mettre des scènes devant les logos du début, tout le monde, ça fait chier tout le monde les logos du début, avoir le logo Warner, etc. Ça emmerde tout le monde, surtout quand il y en a beaucoup. Mais ça ne sert à rien de faire une scène avant le logo. Ça ne sert à rien. On n'est pas plus dans le film parce qu'on n'a pas eu le logo avant. Enfin, c'est complètement débile.
Cela dit, du coup, le film commence, on a cette scène pré-générique, le scène commence, et là on se retrouve en prison avec Scott qui se fait libérer de prison. Et on se retrouve en prison avec Scott, qui est alors dans un couloir, la lumière n'a aucun sens, il est dans un énorme couloir, il n'y a aucune lumière, je trouve une espèce de grosse douche blanche qui vient d'en haut, c'est une lumière en douche, je sais pas comment vous expliquer, est-ce que je peux voir? Ouais, voilà, vous voyez la lumière qui arrive là au-dessus de ma main, parce que mon ampoule est là. Oui, vous ne le savez pas, mais j'ai une ampoule ici, en fait, qui me rehausse un peu le visage. Et une lumière en douche, c'est ça, c'est une lumière qui arrive du dessus, et uniquement du dessus. C'est-à-dire qu'il y aurait que ça. Voilà, comme ça. Ça arrive du dessus. Eh, je fais des effets pyrotechniques et tout. Donc, pyrotechnique. Pourquoi pyrotechnique? Des effets de lumière, tout bêtement. Bref! Cette scène n'a aucun sens en termes de lumière, et Scott se bat, du coup, avec des mecs de prison, donc on se dit, ah, c'est la prison, c'est dur, etc. Sauf qu'en fait, on se rend compte que ce combat, c'est pas du tout un combat de prison, c'est son cadeau de départ, entre guillemets. C'est-à-dire, en gros, c'est presque comme si les mecs faisaient exprès de se blesser avant de sortir de prison pour faire croire qu'en prison c'était horrible, alors qu'en fait, ils ont passé 2 semaines à jouer au Monopoly. C'est tout le problème. Vous commencez avec un personnage qui est en prison. Si la prison n'est pas un endroit qui fait peur, un endroit dangereux, le fait qu'il y retourne n'est pas un enjeu. Ce n'est pas grave. Parce que manifestement, le personnage s'en fout. Sortir de prison, ça le fait rigoler. Vous voyez en quoi cette saga n'arrive pas à gérer ses enjeux. Ils veulent faire une scène de prison un petit peu cool, donc du coup ils font une prison comme ça où tu pars en te battant avec un mec. Ça veut dire que la prison n'est pas grave. Ça veut dire que la prison c'est juste un hôtel un peu pourri dans lequel tu vas vivre avec des mecs qui font 10 fois ta taille, mais à part ça... Ça veut dire qu'il y a aucun enjeu à la prison, c'est quand même débile. Et là où c'est très emmerdant, c'est pourquoi? C'est que du coup, ils sont obligés de créer un autre enjeu. Cet autre enjeu, c'est qu'il arrive à continuer à voir sa fille, puisque l'idée, c'est que donc Scott a une fille, sa femme s'est remariée avec un flic, alors qui apparemment doit être un personnage du comics, parce qu'il a un nom et que son rôle devait être casté, etc. Alors il s'appelle Paxton, donc je crois que ça doit être un personnage connu du comics. Ce dont je me fous complètement, c'est pas la peine de venir me faire son historique. Qui du coup ne s'entend pas bien avec lui, c'est le truc de base, le beau-père flic et l'ex-papa, enfin et le vrai père cambrioleur, donc du coup forcément il y a une tension entre les deux, etc. Alors du coup c'est ultra basique. Le personnage de Scott est un cliché ambulant, il n'a aucune personnalité propre et il est pas au centre des enjeux. C'est quand même totalement fou, ce film n'est pas au centre des enjeux. J'y reviens juste après, c'est que du coup quand il arrive là-bas, ils sont obligés de transformer son ex-femme et le nouveau mari de son ex-femme en crétin. Parce que qui va reprocher à un mec qui vient de sortir de prison il y a même pas 2 semaines, 3 semaines, on ne sait même pas combien de temps vient de passer exactement entre le moment où il est sorti de prison, le moment où il a son job et le moment où il a perdu. Qui va lui reprocher, bah oui, t'as qu'à trouver un boulot et payer la pension alimentaire. Déjà, ça fait à peine 1 mois qu'il cherche du boulot, donc tu pourrais être un minimum patient, lui permettre de revoir sa fille quand il est sorti de prison, en plus, ça pourrait lui faire plaisir, c'est le jour de son anniversaire en plus. Mais elle vit avec son nouveau mec dans une putain de baraque dans laquelle il y a au moins 400 gosses à la fête d'anniversaire. J'exagère un tout petit peu, mais je pense qu'il y en a au moins 40 ou 50, ce qui veut dire que c'est un très très gros goûter d'anniversaire quand même. Moi, j'ai pas eu 40 ou 50 potes dans mes goûters d'anniversaire. Peut-être parce qu'on m'avait pas en petite section. Mais clairement, ils ont pas besoin de ce fric. Donc il y a aucune raison que ça devienne un enjeu aussi grand. Ou alors, en gros, ça veut dire que ces personnages-là ne font que camoufler leur haine, entre guillemets, du personnage parce que c'est un cambrioleur, derrière un prétexte de l'argent et de la pension. Mais c'est aller un peu loin pour des personnages qui sont aussi peu développés comme intention sous-jacente. Le problème, c'est que du coup, Scott, il est censé craindre 2 choses. Retourner en prison et revoir sa fille. Sa fille, il va pouvoir la revoir quand il veut. Maintenant, il est censé être le meilleur espion du monde. Donc, il suffit qu'il mette sa combinaison en place, il va voir sa fille, il y a aucun souci. Puis, s'il veut la voir, il peut aussi aller voir à la sortie de l'école, à la sortie de machin. Il n'y a pas d'ordonnance restrictive. C'est juste un père qui a pas assez de thunes et qui pour l'instant, ne récupère pas encore sa fille. C'est le seul problème. Donc, c'est pas du tout obligé d'aller jusque-là. Et elle est en prison. On s'en fout, de toute façon, apparemment, c'est sympa pour lui d'aller en prison, puis il y allait plusieurs fois, il commence à avoir ses contacts et ses machins, et de toute façon, à chaque fois qu'il ressort, il retourne dans le crime. Donc, il s'en branle de retourner en prison. Ça ne change rien pour lui de devenir Ant-Man d'un coup et d'avoir ce chose. Enfin, il n'y a pas d'enjeu sur le personnage. Le personnage principal du film n'a aucun enjeu. Tout l'enjeu repose sur l'ancien Ant-Man, c'est-à-dire Hank Pym sans doute, qui lui est au courant de ce qui se passe, d'où ça vient, des dangers, de machin. Mais du coup, tous les enjeux tournent autour de lui.
de son invention à lui d'origine et de son truc d'origine. Donc, ce personnage ne sert à rien. Scott ne sert à rien. C'est juste parce que l'os est trop vieux, sinon, il n'a aucun intérêt. En termes scénaristiques, il n'a aucun intérêt. Alors la question c'est est-ce que je vous parle du méchant, est-ce que je vous parle de la science du film ou est-ce que je vous parle du reste? C'est une bonne question tout ça. Allons-y sur le méchant parce que ça va pas durer très longtemps, ça va pas être très long. Je ne comprends pas ce méchant qui d'une part est complètement taré, mais je veux dire clairement taré. Les personnages lui disent même qu'il est fou et qu'il est en train de faire un burn-out ou un truc dans ce genre-là. Donc pas très imposant en lui-même. Mais alors surtout, j'ai pas compris. Ils font toute une scène pour installer que c'est le méchant. Et comment installer le fait que Darren soit le méchant? Parce que Darren fait des expériences sur des animaux. Ce film a été réalisé par la PETA ou quoi? La PETA, c'est l'association de défense des droits d'animaux américaine. Ils sont tous ultra choqués quand le mec amène une chèvre et il fait une expérience sur une chèvre. Et le mec fait, on ne devait pas utiliser des souris? Non, de toute façon, on va utiliser des chèvres. Et elle le regarde genre, oh, quel monstre! J'ai failli exploser de rire dans la salle, quoi, quand je les ai vus tous le regarder avec des gros yeux et tout, parce que le mec a amené une chèvre, une brebis, peut-être, c'est ça, c'est une brebis, quoi, c'est Dolly, ils ont amené Dolly, enfin, c'est... Les gars, enfin! C'est pour la science, enfin, merde! Enfin, oui, bien sûr, ça peut, enfin, c'est pas bien de faire des expériences sur des animaux, mais en même temps, on n'a pas 36 000 solutions en termes scientifiques, et c'est pas ça qui fait de toi un méchant, quand même. C'est quand même pas ça, c'est quand même pas devenu ça, nos méchants de blockbuster maintenant, des mecs qui font du mal à une brebis. Puis il fait pas vraiment de mal, en plus, c'est pas comme si elle souffrait, le truc c'est instantané, enfin, il a déjà utilisé sur des hommes avant, enfin, j'ai pas compris. La méchanceté ultime, c'est de faire mal à une brebis, quoi. Voilà. Donc, pour ce qui est du méchant, enfin, je le trouve totalement, fantoche. Oui, pareil, alors le mec, bon, ça va un peu sur la crédibilité scientifique. Je vais peut-être parler de la science et puis après je finirai sur le film. Crédibilité scientifique. Le mec est en train de gérer des particules de PIM, qui apparemment sont quelque chose de très particulier et de très instable. Donc un truc où il faut faire attention à ce qu'on fait, quoi. Ces particules de PIM sont envoyées par un bras mécanique qui envoie donc du coup je sais pas si ça envoie des rayons ou le liquide lui-même ou un truc dans ce genre-là. Je sais pas, je ne comprends pas comment ça fonctionne, mais vraiment au niveau de la science, c'est un bordel ce film. Et le mec, avant de lancer une expérience, arrive devant ce bras qui coûte très cher et qui est sans doute très sensible, le chope par la main et l'amène au-dessus de la brebis. Comment décalibrer ton bras, comment décalibrer toute ton expérience, comment risquer de contaminer ton expérience en mettant des cellules de peau sur le truc qui rejette machin. Du scientifique à la Prometheus. Enfin, c'est vraiment un très haut niveau. Et du scientifisme à la Prometheus parce que... Ah mon dieu. C'est... Je sais bien qu'il faut se libérer un petit peu de la réalité et des choses dans ce genre-là. Je suis premier à dire que le cinéma ne filme pas le réel, mais il y a un moment, faut arrêter les conneries. Vous pouvez pas avoir avoir tout et son contraire. Vous estimez qu'on a un liquide qui permet donc, parce que dans ce liquide il y a une particule, déjà, hein, et donc ce liquide permet de réduire la taille des choses. Il faut un régulateur quand on l'utilise sur un être humain, parce que si jamais on n'utilise pas de régulateur, on peut réduire jusqu'à devenir une particule quantique et ne plus exister. D'accord? À ce moment-là, pourquoi est-ce que, à plusieurs reprises dans le film, vous réduisez des objets simplement en balançant une petite goutte dessus? D'accord, c'est un objet et pas un être vivant, mais a priori, l'idée, c'était surtout que le produit ne s'arrêtait plus s'il n'y a pas un régulateur. C'est ça l'idée, c'est que, normalement, il faut un truc pour arrêter la réaction à un moment ou à un autre. Donc, comment ça se fait que vous arrivez à arrêter la réaction alors que des fois, vous mettez juste le produit sans avoir aucun catalyseur, sans avoir un truc dans ce genre-là? Vous estimez que le principe, c'est que cette particule, donc le truc de PIM, rapproche les atomes les uns des autres. Je veux bien, mais du coup, ça rapproche des atomes, ça en change pas la taille. Donc il n'est pas censé pouvoir devenir plus petit que des particules. Il est censé atteindre une taille minimum, qui serait la taille d'une particule, de la plus petite particule possible peut-être, mais d'une petite particule. Enfin, il y a un truc qui ne va pas du tout. Et surtout, tout le film est basé sur l'idée que comme il est petit, il a toutes ces particules, et il a la même force que quand il est grand, parce que du coup, il a le même nombre de particules qui se déplacent, machin, etc., et qui font un truc.
Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et surtout, c'est quand il veut. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'il saute, il accélère super vite et il devient comme une balle. C'est ce qu'il dit, vous avez la vitesse d'une balle. Et du coup, il peut tout casser en passant. À ce moment-là, pourquoi est-ce que quand il saute sur Anthony, ou Antoinette comme ils l'ont rappelé en français, quand il saute sur Anthony, sa fourmi volante, quand il saute sur Anthony, il devrait la couper en deux. Il y a des moments dans le film où il a tous ses pouvoirs et des moments où il ne les a pas. Et comme par hasard, c'est toujours quand ça l'arrange. C'est-à-dire, c'est pareil. La première transformation, quand il est dans sa baignoire, il y a l'eau qui arrive. L'eau le porte. Ça veut donc dire qu'il est léger. L'eau ne décolle pas des objets lourds du sol. S'il avait le poids d'un humain réduit à cette taille-là, il devrait rester au fond de l'eau. Non, l'eau le fait flotter, il flotte au bord de l'eau, et quand l'eau arrive trop fort, il arrive au bord de la baignoire et hop, il vole et pouf, il descend. Et quand il descend, là, il casse l'ardoise au sol. C'est pas l'ardoise, le carrelage au sol. En un seul plan, presque. Ils l'ont fait en 2 plans, mais en un seul plan, vous avez une incohérence totale au niveau de la technologie du truc. Ça n'est pas logique. Ça ne marche pas. Et pourquoi vous avez voulu ramener ce super-héros? Tout le monde s'en branle de Batman. Il n'y avait pas besoin de foutre en l'air toutes les règles scientifiques du monde dans ce film. Juste pour ramener Batman. On s'en fout. Là où j'ai vraiment allé, c'est qu'en plus, il y a ce qu'on appelle le fusil de Tchekhov, le build-up, le setup payoff. C'est-à-dire que depuis le début du film, il faut un gros plan sur les clés de Hank. Je vais pas vous faire de spoiler, mais il a un porte-clés très particulier. J'ai vu le porte-clés au début, je me suis dit, si jamais ce truc est un vrai objet réduit pour devenir un porte-clés et qu'il redevient grand après, je bute ce film. Devinez quoi, qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, mon gel ne tient plus et ma coiffure tombe. Devinez ce qui se passe. À la fin, ce petit objet qui est là, il le ramène à sa taille d'origine. Ce truc pèse 4 tonnes. Je me fous qu'il ait réduit la taille de leurs particules. Je me fous qu'il ait réduit la taille de l'objet. Ça fait 4 tonnes. Ça ne devient pas un porte-clés. Ah! Ça n'a aucun sens. Ça n'est pas logique. C'est une catastrophe. Et j'avais trouvé un deuxième truc là, vite fait. Oui, c'est pareil. C'est pas parce que quand vous êtes petit, les choses ont une taille qui paraît logique, que ça doit se comporter comme une chose logique. C'est-à-dire, par exemple, là aussi c'est pas un spoiler, ça arrive à plusieurs reprises dans le film, mais quand vous prenez un petit train en plastique et que vous tirez dessus, le train en plastique n'explose pas. C'est juste du visuel, mais ça ne fait pas un nuage de fumée avec du feu dedans et des trucs dans ce genre-là. Ça fond. Ou ça casse, à la limite. Mais ça n'explose pas. C'est un jouet en plastique, ça n'explose pas. Ça n'a aucun sens. Bordel. Et alors, le dernier truc sur la technologie. Cette combinaison a été créée pour devenir l'espion, l'agent d'infiltration le plus discret possible. Truc que personne ne peut remarquer. Ils arrivent à côté du truc des Avengers. Non seulement leurs objets l'ont repéré, alors que le truc fait ça. Hein. Donc vous m'excuserez, mais quand les Avengers auront l'utilité de découvrir un truc qui fait cette taille-là, je veux bien savoir. Et quand il se bat contre... Ça je vous le dis, parce qu'après tout c'est public. Le mec le traque avec ses lunettes à la con, là, ses lunettes rouges, par terre au sol, sans aucun problème. Vous êtes donc en train de me dire que cette technologie... ça sortait beaucoup plus drôle que je pensais. Vous êtes donc en train de me dire que cette combinaison, qui est l'enjeu de tout le film, ne marche pas. Donc, quelle est l'utilité? Manifestement, ça marche pas, puisque le mec, directement avant qu'il arrive, on l'a repéré, et quand il est au sol, entre les brins d'herbe, le mec arrive à le voir, en volant au-dessus. Le logiciel d'intégration lunettes arrive à repérer le mec dans les hautes herbes, quoi. Pas d'enjeu. Ce film n'a pas d'enjeu. Annule ses propres enjeux au fur et à mesure, comme tous les films Marvel qui sont sortis dans la phase 2, bordel de putain de couilles.
Donc parlons du film en lui-même maintenant. Et le film en lui-même, bah je suis désolé, mais c'est vraiment pas terrible. N'est pas Edgar Wright qui veut. Malheureusement, si ça avait été Edgar Wright, ça aurait sans doute été mon film préféré de tous les films Marvel. Je dis pas ça juste en tant que réalisation, je dis ça aussi au niveau du scénario, parce que le scénario qu'avait conçu Edgar Wright était différent de celui du film, et celui du film a été réécrit par 5 mecs d'affilée, en quelques semaines, quand Edgar Wright a claqué la porte, parce que Edgar Wright est parti... je sais plus. Enfin, en tout cas, il est parti un moment. Le nouveau réalisateur Brad Peyton est arrivé, il a réécrit le scénario, il l'a confié à 2 autres mecs qui ont eux aussi réécrit le scénario, et à la fin, il y a 2 autres mecs qui ont relu le scénario pour vérifier que le truc était plus ou moins cohérent, etc. Ils ont surtout rajouté la scène d'action et des choses genre là, ce qui veut dire qu'ils ont surtout enlevé du développement de personnages, du comique, et toutes les scènes qui auraient dû être ultra rythmées. Il y a toute une scène de montage dans le film, de montage d'entraînement du personnage. Probablement qu'avec Edgar Wright, ça aurait été magnifique. Là, pour le coup, ça n'a pas de goût. Enfin, c'est un montage d'entraînement comme dans n'importe quel autre film. Ni plus intéressant, ni moins intéressant. C'est au moins... Merde, c'est qui? C'est Brett Ratner qui a fait... Le mec qui a fait X-Men First Class. J'ai oublié son nom d'un seul coup. Il me semble que c'est Brett Ratner. Je suis pas sûr du tout, mais vous me corrigerez dans les commentaires, il y a aucun souci. Lui, au moins, il avait fait des split screens pour que ce soit intéressant, son petit montage d'entraînement dans X-Men First Class. Là, il y a même pas ça, c'est juste ton montage d'entraînement de base, comme dans n'importe quel autre film où on doit te battre comme une merde et puis de mieux en mieux en fonction des coupes. Mais parlant de coupes, justement, en début de film, on a un passage où Darren et Hope, la fille de Pym, sont en train de parler, et on a un champ contre champ entre les 2 personnages. Et c'est genre... La règle de base d'un champ contre champ n'est pas respectée, enfin, la règle de base, c'est pas vraiment une règle de base, c'est plutôt implicite. L'idée d'un champ contre champ, c'est qu'on coupe entre le visage des 2 personnages qui sont en train de parler. Donc un personnage dit une phrase, l'autre réagit, l'autre fait machin, etc. En principe, ce qu'on fait, c'est que pour que la coupe passe bien, on voit le passage, pour le personnage qui écoute, d'une réaction à l'autre. C'est-à-dire que quand c'est une conversation avec des enjeux, on arrive, bonjour, salut, ça va, etc. Puis au bout de 10 minutes, au fait, tu me dois 500 €, un truc dans ce genre-là, et là, d'un seul coup, le personnage, voilà, il perd son sourire. Et dans cette première scène de conversation, je crois qu'à chaque cut, il y en a un où il respecte cette transition de visage, mais à chaque cut, c'est le mec dit une phrase, cut, la nana a déjà la réaction. C'est-à-dire que c'est... Vous avez une nana qui est comme ça, je vais vous faire un montage. Je fais jamais de montage dans ces vlogs, je vais vous faire un montage pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Champ contre champ. Salut, comment vas-tu? Ça va plutôt bien et toi? Oui. Dis-moi, où sont les 500 € que je t'ai prêté l'autre fois? Alors qu'il aurait dû se passer ça. Salut, comment vas-tu? Ça va plutôt bien et toi? Oui. Dis-moi, où sont les 500 € que je t'ai prêté l'autre fois? Voilà, c'est juste de la base. De la base de réalisation, mais malheureusement ça ne marche pas. On notera quand même que la 3D du film est plutôt bonne. C'est une post-conversion, me semble-t-il, comme l'était Avengers à l'époque, et ils ont Marvel s'en sort bien pour la 3D. Il y a un très bon sentiment de profondeur qui est fait. Je dirais qu'il est un peu moins marqué quand on est dans les passages miniatures, où on suit le Ant-Man, mais en dehors de ça, pas grand-chose. En termes techniques, le film a sûrement dû essayer pas mal de choses. Je pense en particulier qu'ils ont dû réutiliser beaucoup des techniques de Arthur et les Minimoys de Luc Besson, parce que c'était un peu la même idée de chez Luc Besson, c'était qu'on filmait des décors qui étaient construits en taille réelle et qu'on filmait avec des caméras particulières, des caméras qui filmaient en macro ou qui faisaient des scans du décor en 3D selon un truc particulier. Ce qui fait qu'on retrouvait cette texture très très réaliste, mais c'était un effet spécial, c'était un truc fait par photo. Mais ça venait de quelque chose de réel, donc quelque chose qui marche bien là-dedans. Grosso modo, ils ont pas essayé de faire grand-chose de révolutionnaire non plus. Je dirais que le seul plan qui est un peu audacieux et un peu neuf, c'est au tout début de sa transformation, c'est dans la baignoire. C'est celui où, pas celui où il tombe, mais c'est celui où la caméra recule au fond de la baignoire. Et on voit qu'il disparaît quasi au loin, parce que donc c'est assez impressionnant. Mais surtout au niveau de la profondeur de champ, il y a une vraie profondeur de champ à échelle réduite, plutôt que d'avoir ce qu'ils font pendant tout le reste du film, c'est-à-dire en gros faire comme s'ils avaient filmé très très proche d'un objectif 50 mm et que l'épaisseur de netteté, la zone de netteté est à peine épaisse comme ça. Moi, ma zone de netteté, elle commence derrière, vous voyez, ma main est floue, et elle s'arrête là. Ouais, la zone de netteté, c'est ça. Eux, ils tournent avec une zone de netteté qui est comme ça. C'est pas très très original non plus. Je pense qu'Edgar Wright, pareil, avait beaucoup d'idées pour changer ça, mais
Eux, ils ont rien de très de beaucoup plus original que ça à ajouter. Le film essaye de se la jouer original. Je sais pas s'ils essayent de reproduire l'humour d'Edgar Wright, c'est-à-dire que, en pensant que les gens s'attendaient à un humour particulier et qu'ils essayent de reproduire son humour à lui. Je ne sais pas si Ant-Man est un truc comique à la base, plus qu'autre chose. Mais je trouve que ça marche pas. En fait, on a plus l'impression que le film est bordélique qu'original. C'est plus... il essaye de se la jouer original, mais il est juste random. Il est juste what the fuck, quoi. C'est... Ouais, genre il y a tout un truc avec il y a toute une allusion Titanic à un moment dans une scène du film et les personnages parlent de la fin de Titanic en disant ah ouais à la fin ça fait mourir DiCaprio, genre là des espèces de références pop culture toute merdeuse, pas très intéressant. Grosso modo ce film fait ce qu'il veut quand ça l'arrange. Là aussi c'est une question de physique d'ailleurs, hein, c'est la résonance du son et la distance, mais il y a un moment où il y a des flics à qui on a piqué leur voiture, ils retrouvent leur voiture, le voleur de la voiture est dans une autre scène un peu plus loin, il rentre dans sa voiture de base, sa voiture à lui, et quand il rentre dedans, il appuie sur un klaxon. Les flics, qui sont à des mètres de là, entendent le klaxon, se lèvent dans la bonne direction, et arrivent à savoir que ce klaxon, ils sont au milieu d'une ville, hein, arrivent à savoir que ce coup de klaxon, c'est celui du mec qui a pris leur bagnole, qui allait se cacher ailleurs. Alors, soit les flics ont lu le script, soit c'est les flics les plus brillants du monde, mais alors, le mec qui récupère sa bagnole crachée, qui entend un klaxon au fond et qui se dit « Oh putain, c'est le cambrioleur, on va l'arrêter » et qui le retrouve, enfin je me dis « Ah ouais, d'accord, tu le prends comme ça, bon bah écoute !» Non, mais il y a vraiment des trucs, alors, j'ai gardé le pire pour la fin avant de vous parler des scènes post-génériques, mais le pire pour la fin... Des fourmis ne sont pas assez résistantes pour retenir une culasse de flingue. Bordel de putain de merde, enfin, vous êtes au courant de ce que c'est qu'une fourmi? C'est pas ultra résistant, une fourmi, c'est pas une puce. La puce, elle a un truc vachement, un corps vachement résistant, etc. Elle peut sauter jusqu'à 500 fois sa taille, etc. Ouais, mais là, vos fourmis dans le film, elles font n'importe quoi. Genre, il y a tout un truc que oui, les fourmis peuvent porter jusqu'à 50 fois leur poids. Oui, très bien. Enfin, vous êtes au courant de ce que c'est, le poids d'une fourmi? Faut vous réveiller 2 secondes, les mecs. Là, il y a un truc qui ne va pas du tout. Les gars parlent aux fourmis. Ah c'est horrible. Ça n'a aucun sens. C'est ils essayent de donner plus ou moins une vie à ce personnage, à ce truc qui s'appelle Antoinette. Enfin, Antoine, dans le film, du coup, il y a un moment où on voit son aile qui tombe par terre, et tu te dis, mais on s'en fout, c'est une fourmi, il y en a 2267 derrière, on s'en branle, c'est le mec qui tire sur des fourmis avec... Ah! Pourquoi les fourmis? C'est tout ce que je demande. Vous avez créé un super-héros qui peut se réduire à la taille de n'importe quoi. Pourquoi les fourmis? Pourquoi des noms d'insectes en général, et pourquoi dire que les insectes sont ses amis? Développez des nanomachines. Faites un truc dans ce genre-là. Vous réactualisez le truc Marvel. Enfin, faites un truc vraiment neuf. C'est... Ah, et pourquoi Ant-Man? Oh mon dieu, ce titre. Une catastrophe. Alors là, pour le coup, oui. Je suis juste en train de gueuler contre l'idée du comics, de base. Les comics sont débiles, je supporte pas ce genre d'idée, mais il y a des façons de les porter à l'écran pour que ça puisse rester un minimum compréhensible et un minimum présentable, je veux dire. J'ai des cheveux super longs, je les laisse un minimum présentables pour essayer qu'ils me tombent pas dans les yeux ou un truc dans ce genre-là, quoi. Un minimum d'effort, bordel, un minimum de cohérence et d'attention. C'est des fourmis ne retiennent pas une culasse de flingue. Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Vous pouvez pas baser un retournement là-dessus, c'est un Deus Ex Machina complet, là. Ça n'a aucun sens. Bon. Voilà. Là, j'ai grosso modo parlé du film. Qu'en est-il de la suite? Puisque du coup, nous avons nos scènes coupées. Première scène coupée, qui indique que Wasp va exister, ou peut-être, alors je crois qu'il s'appelle Red quelque chose, la fille de Hank Pym, qui du coup va récupérer Hope. Hope aussi devient a priori une super héroïne, apparemment avec une tenue rouge, un truc dans ce genre-là.
Ça, c'est plus ou moins annoncé dans une des scènes, on s'en fout, donc ça reste uniquement au milieu de Marvel. Par contre, scène suivante, les mecs se sont crus super intelligents en disant « Hey, on a incrusté une scène de Captain America 3 dans notre film, puis comme ça on vous montre un peu ce qui va se passer dans l'autre et tout. » Ouais, sauf que du coup ta scène, elle sort de nulle part, on comprend pas du tout comment on en a pu... Enfin, s'il y a un contexte quelconque différent, je veux dire, encore une fois, bordel de merde, vous ne parlez pas qu'aux fans de comics. Vous avez un spectateur lambda qui s'est endormi pendant le générique, qui se réveille et qui voit ce truc-là, il se dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Ouais, ok, Chris Evans a le visage un peu sale. Il s'est roulé dans la terre avant une scène. Comment voulez-vous que les gens comprennent que ça a un rapport avec Civil War quelque part, dans un truc quelconque? Vous pouvez pas annoncer l'arrivée de Spider-Man, vous pouvez pas annoncer l'arrivée d'autres choses, vous pouvez pas parler clairement de Civil War et de monter un truc. Non, c'était pas possible. Alors du coup, cette scène post-générique, c'est une scène d'un autre film qui n'a rien à faire là et qui, en soi, n'a rien à faire là. Je peux rien dire sur cette scène, elle apporte rien, elle ne montre rien, elle n'explique rien de plus. On sait grosso modo que ça va être Civil War et qu'on comprend du coup d'où elle doit se passer. Mais du coup, elle apporte rien, et quand on la met dans ce film, elle ne sort de nulle part. C'est l'équivalent de mettre la bande-annonce de X-Men à la fin de... Non, c'était quoi? Si, c'est ça, la bande-annonce de X-Men à la fin de Spider-Man, Amazing Spider-Man 2. Ça n'a aucun rapport. Mais à la limite, autant faire ça, mettez un trailer de Civil War à la fin de Ant-Man. Vous faites des scènes post-génériques, faites comme... Il y a des autres films qui l'ont fait, Matrix l'avait fait, Retour à le futur l'avait fait, Pas possible que le Seigneur des Anneaux l'ait fait. Non, le Seigneur des Anneaux l'a pas fait. Les génériques étaient déjà trop longs, ils pouvaient pas mettre des scènes à la fin. Mais en tout cas, Retour à le futur, ça je le sais, et l'autre film dont j'ai parlé il y a 2 secondes l'a fait. Mettez une bande-annonce. Ça ne sert à rien de mettre juste une petite scène comme ça qui sort du film, et du coup on vous a mis un extrait de film qu'on a rajouté comme ça au milieu, qui n'a aucun des personnages d'origine. Fait, donc, alors c'est peut-être ça du coup le rapport avec Ant-Man, mais... Sérieux les gars, c'est ça votre scène? Bon bref. Ant-Man, ni plus ni moins. Je suis content d'avoir enfin un film qui est conscient qu'il y a un univers autour de lui. En même temps, le film va être obligé d'en être conscient parce que bientôt il y aura Civil War et ils seront obligés de savoir qu'il y aura d'autres super-héros autour d'eux. J'aurais espéré qu'il le gère un peu mieux. Je trouve que c'est un peu basique de mettre juste Falcon comme ça dans le truc, vite fait. Mais au moins il y en a un, au moins c'est intéressant. Pour le reste, par contre, pas attaché au personnage, pas attaché à l'histoire. Je trouve le principe complètement débile. J'espère qu'il sera totalement minoritaire dans l'histoire de Civil War parce que je n'ai aucune envie de revoir ce personnage et je reverrai pas ce film, enfin, je m'en fous complètement. Et pauvre Michael Douglas, qu'as-tu été faire dans cette galère? T'as vraiment des impôts à payer parce que comment un acteur aussi incroyable peut finir dans un truc pareil? Enfin, du beau gâchis. Je pense que avec Edgar Wright, ça aurait été vachement bien. Avec ce réalisateur qui sort de nulle part, qui a rien fait et qui est plus ou moins un yes man, peu importe. Il aurait pu ne pas exister, ça changera rien à la face du monde. Voilà. Ça va mieux, moi, Marvel. Hein. Bon, c'est pas grave, hein. Si vous aimez bien le film, de toute façon, je vais pas vous le reprocher. Après tout, les films marchent déjà et je peux pas faire grand-chose, donc voilà. Moi aussi, il y en a quelques-uns que j'aime bien, donc bon. Tant pis, laissons ça avancer, on verra dans Civil War ce que ça va donner. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao.